Oui. Oui, étant donné que l'examen va se faire à distance, puis étant donné la façon que les exercices ont été faits, Mhm. euh, dans, dans le fond, je suppose qu'ils ne vont pas nous demander de dessiner un graphique, mais plutôt de l'interpréter, non? Oui, c'est ça. En tout cas, toutes les OK. questions seront faisables via le Moodle. Donc, on a pensé à tout ça. Mhm, c'est ça, Ouais. parce que c'est impossible de faire dessiner un graphique si on n'a Mhm. pas genre, une tablette prédestinée à ça. Tout à fait. D'accord. OK. Ben, j'espère que vous avez essayé de regarder un peu donc l'examen intra et que vous avez vraiment des questions parce que là, on va commencer par vos questions parce que il se pourrait que les gens veulent vraiment aller tout droit au but sur des exercices qu'ils n'ont pas vraiment compris et voilà, ils ne pas suivre peut-être les autres sujets vu que les corrigés existent déjà sur Moodle. Donc, je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, vous me les posez. On répond aux questions de chacun, s'il y en a bien sûr. Sinon, ben, moi, je commence donc l'intra. Je présente donc du début jusqu'à la fin. OK? Ça ne va pas trop durer. Ça va pas trop durer. Mais si vous avez déjà des questions au préalable, c'est toujours bien donc de poser déjà vos préoccupations. Ou bien, même si vous n'avez pas de questions, vous pouvez déjà dire les sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on se concentre aussi. Comme ça, on va être beaucoup plus efficace. Parce que quand vous jetez un peu le coup d'œil, vous voyez qu'en fait, c'est facile d'avoir aussi A+, si on s'y met bien, quoi. Donc, c'est pas vraiment, vraiment compliqué. OK? Alors, à vous la parole. Avez-vous des questions? Avez-vous regardé ce qui ne... Oui, Alexis? Oui, bonjour. Moi, ma question, c'était sur l'exercice numéro 1, la petite question numéro 7 par rapport au rendement d'échelle constant. Je me demandais, le rendement d'échelle constant, c'est quand tous les facteurs de production sont doublés. Donc, c'est pour ça que c'est faux sur cette réponse-là. Ah, le QCM, c'est ça? Oui, exactement. OK. Euh, OK. Bon, donc, ça veut dire c'est la correcte. Euh, reposez encore la question, je vais analyser encore pendant que Ben, en fait, je me demandais, la question, c'est l'hypothèse de rendement d'échelle constant implique que si l'on double le stock de capital par travailleur, la production par travailleur double également. Mais c'est faux parce que c'est pas tous les facteurs de production qui ont été doublés. Exact. OK, parfait, merci. Bienvenue. Oui. Patrick? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, En Patrick. en fait, ma question, c'est sur en fait, l'exercice intra sur Moodle. Puis, je l'ai fait 3 fois. J'ai essayé de voir. Ils n'ont pas mis la réponse, la solution, mais je voulais savoir comment on a pu trouver. C'est sur le PIB, c'est le numéro 5 là. Moi, j'ai trouvé les autres, mais quand je suis arrivé dans Vous parlez euh, de quel exercice? l'exercice en ligne, là, l'exercice pratique, l'exercice intra. Du quel thème? C'est l'exercice intra là, sur Moodle, Oui, c'est ça qu'on a ici. C'est l'intra. C'est quel exercice? ce qu'on a fait en ligne, là. Je pense que c'est le quatrième. Question 4. Ah, c'est ça? Ça, c'est la solution, ce qu'on a sur Moodle? Oui. OK. Oh, sur Moodle, on ne l'a pas mis, OK. Je vois, Euh, mais vous pouvez m'expliquer un peu là, parce que oui, là, je ne sais pas en fait la question. Votre question, en fait, c'est... Parce que pour répondre, il faut bien que je sache un peu de quoi vous parlez, quoi. OK. En attendant que Patrick se retrouve, Oui, alors? oui, en attendant que vous vous retrouviez pour me poser vraiment votre question, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Moi, j'avais une question. Est-ce que pendant l'examen, il faut se connecter Zoom avec ce lien de Zoom? Oui, OK, c'est bon. c'est ça. On sera connectés tous ensemble avec ce lien. OK, parfait, merci. Et comme je l'ai expliqué la semaine dernière, c'est essentiellement aussi pour pouvoir répondre à vos préoccupations parce qu'il peut y avoir des questions que les étudiants ils ne comprennent pas peut-être un problème donné ou bien juste une mauvaise, peut-être l'exercice est mal tapé. Donc, voilà, on va répondre à ça. Et puis aussi, on va vérifier un peu votre identité. OK? Euh, Moi, j'ai une question, monsieur. Oui, Dans le fond, moi, j'utilise ma tablette pour la caméra, puis j'utilise mon ordinateur pour pouvoir faire les exercices. Est-ce que ça te dérange pendant l'examen? non, pas du tout. OK. Puis, j'avais une autre question. Ah, ben, j'ai oublié, je vais te poser après d'abord. OK.
Moi, j'avais une question. Oui, Irène. Dans la pratique que j'ai faite, c'est Éco 2400, hiver 2021. Oui. Bon, la question 3 et 4. Le progrès technologique, les fonctions de production. Non, moi, celui qui m'embêtait, c'est le lait dans les biens finaux et les biens intermédiaires. OK, donc l'exercice 2, c'est ça? Non, Non, c'était... l'exercice 3. C'est la question 8 qu'elle parle. Question, En fait, c'est l'exercice 1 et puis la question 8. le lait et le yogourt. Oui, c'est ça. Parce que quand on parle, mettons que le lait, bon, dans l'usine A, c'est un bien, il est final parce il sort de là. Ça, c'est correct. Mais dans la deuxième usine, si vous voulez, est-ce qu'il est intermédiaire ou il est final quand il est rendu à l'autre usine? Je pense que je ne me retrouve pas. Vous parlez de l'exercice 1 ou non, ou pas? Attendez une minute. En fait, c'est l'exercice de l'année passée pour l'examen intra, pas celui que vous nous montrez. Non. C'est l'examen intra, oui, qu'on a mis sur Moodle. Là. Oui, c'est ça. Celui qu'on pratique là. Oui, c'est ça. Mais c'est l'exercice. Moi, j'avais... Ouais. C'était l'entreprise de lait et l'entreprise de yogourt. Oui, c'est ça. Moi, c'est question 4 là, que j'ai. Donc, question 4. L'économie, l'entreprise A produit du lait. Bon. La firme B achète du lait pour un montant de... Bon. Est-ce que le lait, ici, dans la firme B, il est intermédiaire ou il est final? On dirait qu'on a des exercices différents, hein? C'est bizarre. Hein? Enfin, peut-être que vous êtes sur le thème 1 à thème 6. Ouais, peut-être ça doit être ça. Attendez. C'est peut-être ça. Ouais, parce que là, j'ai ouvert le thème 1 au thème 4. Donc, là, vous avez dit que c'est quel exercice? C'est l'exercice 2, c'est ça? Bien, l'exercice 3. C'est quelle question? Le 4. Le question 4 sur le lait. Question 4. Non, non, non. C'est l'exercice 1, question 4. Peut-être, ça doit être ça. Pas non plus ça. Là, Pourtant, quand je vais dans Moodle, là, je vais dans Intra, dans le thème de la... On va y aller ensemble. Regardez ça. C'est écrit exemple d'examen intra. Je ne comprends pas pourquoi que... Ah non. Ici, exemple d'examen, c'est ça? Oui, examen intra. Oui, exactement, c'est là. Donc, il y a le final, il y a l'intra, OK? Oui. Et c'est lequel que vous avez pris? Celui-là ou celui-ci? Ben, j'avais pas ces 4-là. J'avais juste intra, puis j'ai cliqué sur le premier. Je vois un peu ce qui se passe. Vous êtes rentré dans le... Ben, dans le fond, c'est... Ça, c'est... Je pense pas que c'est la même question, hein? Ah. Oui, ça, c'est un peu... On vous donne un peu un exemple un peu donc, de comment est-ce que vous allez faire votre examen. OK? Oui, c'est ça. Ben, j'ai répondu à ces questions-là, moi. C'est lui, je pensais que qu'il fallait faire. Non, non, non. Parce que ça, c'est juste pour vous montrer un peu comment l'examen va se passer. OK? Donc là, dès que vous choisissez, ben, ça va passer, peu importe les réponses. Oui, c'est ça. C'est exactement lui. OK. Alors, donc, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, là. Ouais, parce que, bon, mais si vous voulez aussi, on peut faire ça aussi, après tout. Mais dans le fond, ce qui est corrigé pour vous, parce que ça ne va pas être corrigé. Vous voyez? C'est l'autre là qui va être corrigé, ce qu'on a mis sur Moodle avec les corrigés, quoi. Parce que ça, c'est... Parce que c'est ça, il y a des questions que je trouvais embêtantes, là, comme calculer le PIB d'une entreprise. Là, je me dis, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça. Puis c'est pour ça que je vous avais écrit un courriel pour une question. OK, je vois. En fait, quand on parle de PIB d'une entreprise, c'est juste voilà, la valeur ajoutée de l'entreprise ou bien la somme donc des biens finaux moins les biens intermédiaires. Dans tous les cas, vous savez que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées donc, de toutes les entreprises. Donc, le PIB d'une entreprise, donc la production intérieure brute
donc de l'entreprise en question. C'est vraiment la valeur ajoutée qu'ils veulent demander, mais ça paraît un peu ambigu. Donc, c'est la raison pour laquelle on va se connecter sur Moodle. Comme ça, pour ces genres de questions, donc, pour y retourner, c'est quoi le PIB d'une entreprise? Ben, je peux vous donner que c'est juste pour calculer la valeur ajoutée, quoi. Parce que moi aussi, je l'ai fait, celui-là, puis j'ai des questions sur justement ces exercices-là. C'est ça, hein? Pas évident, hein? J'avais l'impression que c'était comme pas tout ce qu'on avait vu. C'était vraiment particulier. C'est surtout la manière que les questions sont posées, c'est assez particulier. Puis intermédiaire, finaux, je pensais d'avoir bien compris, puis j'ai eu la moitié de bon, c'est assez. Exactement, moi aussi. Ouais. Donc, c'est cette question. Oui. Ouais. OK. On va répondre et puis on va retourner de l'autre côté. Une économie fictive est composée de deux entreprises A et B. L'entreprise A produit du lait. Le chiffre d'affaires de l'entreprise A de trois types d'acheteurs. Le chiffre d'affaires de l'entreprise A vient de trois types d'acheteurs. Les consommateurs de l'économie achètent pour $1,000 le lait. La firme B achète du lait pour un montant de $500. Enfin, la firme A exporte $500 de lait. L'entreprise B produit du yogourt à la vanille. Elle utilise le lait de l'entreprise A. Elle importe de la vanille pour un montant de $300. Les yogourts sont vendus aux consommateurs pour un montant total de $1,300 et exportés pour un montant de $200. Ces deux entreprises emploient des salariés. Les salaires versés par l'entreprise A s'élèvent à $500. Ceux versés par l'entreprise B à $200. Donner le montant des biens intermédiaires utilisés par l'entreprise A dans sa production. Bon, là, c'est pas confus, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que l'entreprise A produit du lait. Le chiffre d'affaires de l'entreprise A vient de trois types d'acheteurs. Les consommateurs donc, de l'économie achètent pour $1,000 le lait. Bon, on peut noter, hein, comme ça évite de regarder ça. La méthodologie de faire ça, c'est ça. Donc, l'entreprise A. Vente aux consommateurs, $1,000. Voilà, donc ce sont ces ventes qu'on nous donne premièrement. Donc, $1,000. Et ces $1,000, c'est quoi? Consommateur. Donc, consommateur. Après, vente à l'usine B de $500. $500 vers B. L'exportation, $500. $500 X exploitation. Alors, et salaire. Et quoi? Salaire, $500. Salaire. Voilà, donc, merci bien. Salaire, $500. OK. C'est parfait. J'espère que tout le monde nous suit à ce niveau, jusqu'à ce point. Alors, donc, on dit, enfin, l'entreprise exporte $500. Donc, l'entreprise B produit du yogourt à la vanille. Donc, l'entreprise B va prendre du lait, $500, et va vendre donc du yogourt, OK? À une somme totale donc de $1,300 au consommateur. $1,300 au consommateur. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle importe aussi donc, de la vanille. Donc, il y a la vanille qui vient à $300. Vanille, lait. OK. Et les yogourts sont vendus donc, au montant total de $1,300 et exportés pour un montant de $200. Donc, il y a $200 qui correspond à l'exportation aussi. Ces deux entreprises emploient des salaires. Les salaires versés par l'entreprise A s'élèvent à $500, ceux versés par l'entreprise B, $200. Donc, les salaires ici, c'est quoi? $200. OK. Alors, c'est quoi le bien intermédiaire? Donnez le montant des biens intermédiaires utilisés par l'entreprise A. C'est combien? Combien vous pensez? 0. 0. Donnez le montant des biens intermédiaires utilisés par l'entreprise B. 800. Voilà. Donc, il y a le lait et la vanille qui sont les intrants. Donc, ça fait 800. Après, oups. Je déplace ça, le chiffre. Juste la première, quand on dit bien intermédiaire pour l'entreprise A, je croyais que la vente vers, vu que ce n'était pas une vente au consommateur, donc la vente vers l'entreprise B, c'était considéré intermédiaire. Non, non, non. C'est final. Pardon?
Ouais. J'ai dit que c'était une vente finale, donc c'était c'était des biens finaux. Ouais. Oui, pas des biens finaux pour l'économie, mais des biens finaux pour l'entreprise A. L'entreprise, Oui, pour voilà. l'entreprise. Mais c'est C'est pas. la entre l'entreprise et l'économie. Voilà. Ouais. Donc, pour l'entreprise A, elle n'a aucune entrée. Elle produit directement le lait. Okay? Elle fabrique, elle n'utilise pas quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de bien intermédiaire. Okay? Maintenant, l'entreprise B utilise le lait et la vanille. Okay? Donc, il faut vraiment faire la différence. Ça, je pense que l'exercice est vraiment pratique aussi pour distinguer les choses. OK? Alors, la question qui suit, c'est quelle firme produit des biens finaux? Okay, voilà. Donc là, c'est important. Quand on parle de biens finaux, voilà. Donc, quand on Les parle deux. de biens finaux, c'est qu'il faut comprendre, ce sont des biens qui sont détruits directement. C'est-à-dire qu'ils n'entrent pas dans un autre processus de production. Donc, un bien final ici, soit ça va directement chez les ménages, soit ça va directement donc, à l'extérieur du pays. Ce n'est plus utilisé dans l'économie pour, voilà quoi, pour une autre activité. Dès que le bien est utilisé pour une autre activité, ce n'est plus un bien final. Donc, une batterie pour les téléphones qui est produite pour aller dans une autre entreprise qui va servir à la fabrication, pour incorporer dans un téléphone, ces batteries-là ne sont pas des biens finaux, mais des batteries qui sont produites directement, qui sont achetées par les ménages et qui les utilisent. Okay? Ces batteries-là sont des biens finaux. Ce qui fait que quand on parle ici, seule la firme B produit les biens finaux, seule la firme A produit des biens finaux, aucune des firmes ne produit les biens finaux, les deux firmes produisent des biens finaux. D'après vous, c'est quoi la bonne réponse? Les deux firmes. L'entreprise B. Les deux firmes. Les deux firmes. Seule la firme B produit des biens finaux. Non, les deux firmes. Les deux firmes. Les deux firmes. OK? Il y a beaucoup de personnes ici. Ben, on est où finalement? On choisit ça ou ça? Ben, moi, j'ai eu la bonne réponse. Là. Ouais, ça dit que j'ai eu dans les deux firmes. Oui, c'est vrai. Lydia, bon, Lydia, expliquez-nous peut-être votre point de vue, comme ça va nous permettre de mieux discuter. Moi, ce que j'ai compris, pour biens finaux, je me suis dit que c'était des produits qui sont ressortis à travers une transformation dans le système de production. C'est pour ça que j'ai cru que c'était juste les yaourts qui étaient bien finaux. Ouais. Parce que le lait, il n'a pas été transformé pour avoir quelque chose. C'est comme ça que j'ai compris. OK. Mais donc, quand on revient encore à la définition donc, du bien final, c'est un bien qui va directement chez les ménages ou qui est directement exporté. C'est comme ça. Peu importe comment... Est-ce que c'est mon OK. Peu importe comment est-ce que ça va être, comment est-ce que vous allez voir ça, peu importe, parce que l'entreprise B aussi, par exemple, ces yogourts peuvent être utilisés par une autre entreprise. Okay? Quoique elle vend à des ménages, ces yogourts peuvent être utilisés par une autre entreprise. Dans ce cas, cette entreprise qui achète les yogourts sont des biens intermédiaires pour elle, quoique le yogourt, c'est un bien final aussi, parce que les ménages en consomment. Ce qui fait que dans ce cas, l'entreprise A qui produit le lait et qui en vend aux ménages, parce qu'il y a $1000 de la quantité de lait qui sont directement vendus aux ménages. Les ménages consomment le lait. Donc, ces laits-là sont des biens finaux pour l'entreprise. Donc, si je comprends bien, si l'entreprise A n'a pas vendu aux ménages, voilà. Elle ne va pas produire des biens finaux, c'est ça? Exactement. Tu as très bien compris. OK. C'est très bien compris. OK. Donc, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais moi, dans mon corrigé, quand j'ai écrit les deux firmes produisent des biens finaux, ça a dit que j'avais la bonne réponse. Oui. Ah, que vous avez le corrigé, vous? Oui. Quand j'ai fait la relecture, ça l'a écrit que c'était... j'avais compris comme quoi que le lait, vu que le lait sortait de la firme A, qui était comme un produit fini, prêt à distribuer, j'avais compris qu'il était un produit final. Donc, moi... C'était ça ma logique. Puis quand j'ai corrigé, ça l'a dit que c'était ça aussi la bonne réponse. OK, c'est parfait. Alors, c'est où le problème se trouvait en fait dans cet exercice? Ben moi, c'est calculer les profits là, avec aussi... D'accord, allons-y, on va aller le faire.
Donc, la question qui suit, c'est de calculer le profit de la firme A. Parce que cet exercice, il est beaucoup plus complexe même que ce qu'il y a de l'autre côté, en fait. Il y a beaucoup de choses, mais si vous arrivez à faire ça, bon, normalement, l'intrant ne devrait pas être compliqué. Donc, le profit de la firme A, c'est quoi? 1500. C'est 1500. Voilà, on sait qu'elle vend 1000 $, au consommateur, elle vend 500 $ à l'entreprise B, elle vend 500 $ à l'exportation. Donc, ça fait au total 2000 $ comme production finale chez elle. Et elle dépense 500 $ donc, comme salaire. Donc, il lui reste 1500 $. Ah oui, oui, c'est vrai. Okay, donc, c'est son profit. Le profit de la firme B, elle dépense 500 $ pour acheter le lait. Elle dépense 300 $ pour acheter la vanille. Elle vend le yogourt 1300 $ au consommateur, 200 $ pour l'exportation. Et ça fait 1500 $ donc, de vente totale et 1000 $ pour les dépenses. Okay. Donc, ça fait un profit de 500 $, puisqu'il y a le salaire aussi de 200 $. Okay. Donc, salaire 200 $, les laits 500 $, vanille 300 $, ça fait 1000 $ de dépenses. Donc, ça fait un profit de 500 $. Donc, assurément, le PIB va faire 1500 plus 500. Donc, 1500, 500. Et puis, les salaires ici, c'est 500. Donc, les salaires. Et les salaires ici, c'est 200. Donc, quand on veut calculer le PIB, par exemple, on peut faire la somme de tous les revenus. Donc, les profits donc de A, les salaires de A, profit de B, salaire de B, et tout ça, ça va vous donner le PIB. Donc, ça fait 2700. OK? Bon, on peut aller calculer les valeurs ajoutées pour voir aussi. Donc, la valeur ajoutée de A, c'est quoi? Il n'y a rien qui est sorti, il n'y a rien qui est entré, mais elle a produit 1000 plus 500 plus 500, 2000. N'est-ce pas? Oui. 1000 plus 500 plus 500. Oui. Ça, plus ça, plus ça. Parce qu'elle a exploité 500 $. Elle a vendu 500 $ à B. Elle a vendu 1000 $ au consommateur. Et pourtant, elle n'a pas utilisé une matière entrante. Donc, elle a comme fait une valeur ajoutée donc, de 2000 $. Donc, vous voyez bien la différence entre la valeur ajoutée et le profit. Parce que la valeur ajoutée, c'est la valeur totale donc, de nos ventes. Et moins donc ce qu'on a utilisé comme bien intermédiaire, mais ici il n'y a pas de bien intermédiaire, donc ce sont les valeurs totales donc, de nos ventes qui constituent la valeur ajoutée. Alors que le profit, c'est tout ce que nous avons vendu, moins ce que nous avons dépensé. Ce que nous avons dépensé n'est pas toujours un bien intermédiaire. Ça peut être les salaires, ça peut être les taxes. Okay? Alors, quand on veut calculer la valeur ajoutée pour la firme B aussi, on voit qu'elle a vendu au total 1000. Ça donne 700. Ouais, elle a vendu au total 1500, quelque chose comme ça, non? 1300 plus 200. 1300 plus 200, donc ça fait 1500. Et puis, elle a utilisé 500 $ de lait et 300 $ de vanille, donc 800 $ de produits au total pour arriver à produire donc, le yogourt à 1500. Donc, ça fait 700 $ donc, de valeur ajoutée. Donc, quand vous faites la somme de toutes les valeurs ajoutées, vous voyez, ça donne 2700. Donc, exactement. Et on nous dit quelle est la définition du PIB selon la valeur ajoutée? C'est la somme des valeurs ajoutées des firmes créées dans l'économie. Vrai ou faux? Comment? Quelle est la définition du PIB? Voilà. Oui. Ouais. Aucune de ces réponses. C'est la somme des valeurs ajoutées des firmes moins leurs dépenses. C'est la somme des valeurs ajoutées des firmes moins le montant de vente. C'est la somme des valeurs ajoutées, quoi. C'est ça. Je dirais que c'est la somme des valeurs ajoutées créées dans l'économie. Oui. Ouais. Le reste, là, c'est pour embrouiller. Alors, quelle est la définition du PIB selon l'approche sur les revenus? Bon, vous voulez que je fasse tout ça pour qu'on voit mieux? Okay. Quelle est la définition du PIB selon l'approche par les revenus des facteurs? C'est la somme des salaires plus la somme des profits des firmes. C'est la somme des coûts de production de chaque firme. C'est la multiplication des quantités vendues par le prix de vente moins les coûts de production. Aucune de ces réponses.
C'est bon? Le salaire, les taxes et les profits? Oui, c'est le premier, OK? Parce que dans le contexte ici, il n'y a pas de taxes, en fait. Les sites ne parlent pas de taxes, donc on fait fi donc des taxes. Et ça fait donc la somme donc, des salaires plus la somme des profits. Comme on l'a calculé tantôt, ça donnait 2700. Les salaires étaient donc d'un montant total de 700 et les profits étaient d'un montant total donc, de $2000. Donc, c'est ça. On peut calculer le capital aussi. Pardon? Dans mes notes, là, je vois qu'il parle du capital. Il ne faut pas prendre en compte ça. Oui, parce qu'en fait, le profit, quand on parle de profit, c'est la rémunération du capital. C'est-à-dire que le propriétaire d'une entreprise, en fait, il peut travailler aussi, il peut être le directeur. Le propriétaire d'une entreprise peut être en même temps le directeur. Donc, quand il est directeur, il est rémunéré selon sa fonction de directeur, mais à la fin de l'année, l'entreprise peut avoir fait des profits. Donc, quoi qu'il s'est payé des salaires, il peut avoir des surplus, et ce surplus revient au propriétaire de l'entreprise qui détient donc les capitaux, donc les immobilisations corporelles, en tout cas, celui qui a fourni donc le capital pour commencer donc le business, c'est lui qui est le propriétaire, et donc ce profit lui revient, et s'il est le directeur, ben ça lui revient encore. Donc, ce qui fait que le profit souvent est attribué donc à la rémunération du capital, et dans la fonction de production, comme Douglas, on avait quelque chose comme ça. Et je vous expliquais que sur alpha, c'est la part des revenus liés au capital. 1 moins alpha, c'est la part des revenus liés au travail. Ben, le revenu lié au travail, c'est le salaire. Le revenu lié au capital, c'est le profit. OK? C'est parfait. OK, parfait, merci. Bienvenue. OK. Alors, maintenant, on dit définissez le PIB selon l'approche des dépenses finales. OK? C'est la somme des dépenses en biens finaux. Oui. Mais aucune de ces réponses, c'est la somme des dépenses en biens finaux moins les importations. Oui. C'est la somme de la valeur des biens intermédiaires et de la valeur ajoutée. Moi, j'avais choisi, c'est la somme des dépenses en biens, donc moins les importations. Oui, c'est ça la bonne réponse. Parce que dans le cas où il n'y a pas d'importation, ça fait la somme des biens finaux. Mais quand il y a de l'importation, comme dans nos cas ici, il a importé de la vanille. La firme B a importé de la vanille. Et la vanille, en fait, la vanille, c'est un bien importé. OK? Donc, on avait soustrait. On a soustrait donc dans les... Voilà, on a soustrait donc dans la production donc, de la firme B. C'est ça. Donc, il faut forcément retirer les importations parce qu'elles ne font pas partie de notre production. C'est ça, essentiellement. Donc, si vous gardez ça à l'esprit, ça devrait aller. OK. Alors, calculer le PIB selon une méthode. Ça donne 2700. OK. Peu importe la méthode que vous utilisez, valeur ajoutée ou bien salaire ou bien biens finaux, ça va donner 2700. La balance commerciale, voilà, c'est ça. La balance commerciale, c'est X moins M. Donc, exportation moins importation. C'est vrai que c'est une seule phrase, en fait, donc, dans tout le cours, sur une seule diapositive. Donc, ça peut vous sauter à l'œil. Je comprends que vous pouvez ne pas vous retrouver ça. Donc, ça se retrouve quelque part quand même dans le cours. C'est les exportations moins les importations. Donc, on sait que les exportations, au total, on a importé la vanille, $300. On a importé aussi, c'est tout, hein. On a exporté le lait, $500. On a exporté le yogourt. 200. $200, OK. Donc, ça fait 500 plus 200 moins 300, ça fait 400. OK. Moi, j'avais question 10 sur le même exercice. Ben, je veux dire, sur le même examen. C'est vraiment les développements sur les... ben, il y a celui-là aussi qui était
simple, mais pas si simple. Celui-là. Celui-là? Oui. OK. Vous êtes économiste au ministère des Finances. Le ministre de l'Économie veut savoir comment a varié le progrès technologique au cours de la dernière année. Vous disposez des informations suivantes. La fonction de production dans la province est donnée par la fonction de production par travailleur a augmenté de 10%, le stock de capital par travailleur a augmenté de 12%. Quel est le nom de la fonction de production utilisée pour représenter la production dans cette province? Fonction de production de Solo, n'est-ce pas? Je pense que c'est Cobb Douglas. Cobb Douglas. Cobb Douglas. OK. Je me suis trompé la première fois. Exactement. Parce qu'on a vu dans le modèle de Solo, mais c'est la fonction de production de Cobb Douglas. Ce qui fait que ça peut effectivement tromper. Okay? Donc, restez vigilants. Ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit. Okay? Donc, parmi les expressions suivantes, laquelle est correcte? Donc, Y sur L, donc vous voyez que on vous donne donc la réponse, à vous de savoir à l'idéal. Ce qui est correct, il faut savoir alors faire les calculs. Mais je sais que vu que vous êtes habitué maintenant, vous savez que c'est 0,4 qui va être correct. Y va être égal à A, je vais l'écrire, Y sur L va être égal à A, K sur L est sur 0,4. Donc, vous l'écrivez d'abord avant de faire la comparaison. Parce que vous voyez, ici, ils mettent A sur L 0,9, K sur L 0,4. Et moi, si je vais écrire comme ça, pour confondre le plus, je vais mettre une autre réponse et je mets ça Y égale à A, L sur K, 0,4. Et là, quelqu'un qui voit ça, il va dire, ouais, le prof nous a dit que quand on voit 0,4, donc c'est ça qui doit être correct, il va choisir ça, mais c'est ça ce qui est correct. Ouais. Surtout la prochaine, j'ai trouvé plus difficile. Ok, maintenant, on va analyser ça. Quelle est la formule qui permet de calculer GDA? Voilà, c'est ça le but en fait, parce que quand on commence comme ça, c'est exactement je pense que c'est le dernier coup, hein, c'est le dernier coup qu'on a fait. Je vous permets de répondre à ça. On a Y égale à 1 fois K est souvent 0,4, L est souvent 0,6. Avec ça, on peut avoir donc le taux de croissance de Y. Donc, je vais faire ça et puis je vais revenir à la question. Okay? Donc, on peut avoir G de Y, ça vous donne G de A plus 0,4 G de K plus 0,6 G de L. Ça, vous le savez, je pense. Donc, avec ça, on peut exprimer maintenant G de A en faisant donc ça, moins ça, moins ça. Sauf que, ce qui se passe ici, comme vous voyez bien, ils utilisent Y sur L et puis K sur L. Y sur L, K sur L, Y sur L, K sur L. Ce qui fait que, dans le fond, ce n'est pas cette formule-là, c'est à partir de cette formule-là qu'il faut exprimer, mais c'est plutôt celle-ci. Y sur L égale A fois K sur L, 0,4. Donc, ça, vous le connaissez. Alors, si vous connaissez ça, si vous prenez le taux de croissance de ce bonhomme, le taux de croissance donc de Y sur L, ça va donner le taux de croissance de cette dame, okay, plus 0,4, le taux de croissance donc de cette demoiselle. Ça va un peu. Ça dit que le taux de croissance de ça, ça fait le taux de croissance de ça plus le taux de croissance de ça, donc l'exposant descend en bas. Donc, ça fait que ça doit être ça. Non, excusez-moi. Là, on a, donc, vous pouvez avoir à exprimer donc le A. Ça fait donc celui-ci moins, ça fait Y sur L moins 0,4 K sur L. Ce que je ne comprends pas dans la question, c'est marqué calculer G de A. A, en fait, c'est le coefficient de productivité. Et puis, dans les réponses, en fait, c'est Y sur L. Puis sur L, en fait, c'est c'est la production sur la main-d'œuvre, le L. Donc, je ne vois pas le rapport entre la question et les réponses. Pourquoi il y a Y sur L? Parce que ça, vous comprenez que cette expression, en fait, nous permettait donc de calculer G de A. C'est G de A que ça nous permet de calculer. C'est-à-dire qu'on a exprimé G de A comme étant G de Y moins 0,4 G de K
moins 0,6 G de L. Mais pourtant, on était parti donc de l'expression de Y. On part de l'expression de Y. On sait que dans le Y, il y a le A. Et quand on exprime le taux de croissance de Y, on finit par retrouver le taux de croissance de A là-dedans. Et ce qui nous permet donc de pouvoir exprimer ce taux de croissance de A. Maintenant, la question qui est posée ici, dans les expressions qui sont données, on ne voit pas G de Y, G de K, G de L, mais plutôt G de Y sur L, G de K sur L. Autrement dit, la formule qui est utilisée pour exprimer n'est plus celle-là, mais plutôt celle qui est précédente, celle qui est ici. Donc, il faut partir de celle-là, okay, que j'ai réécrit ici, pour pouvoir exprimer G de Y sur L égale G de A, donc de la même manière que ici, G de A plus 0,4 G de K sur L. Et une fois qu'on a ça, on peut exprimer G de A égale à ça moins ça. Okay? Donc, c'est parce que les expressions qui se retrouvent ici sont des valeurs par travailleur. C'est-à-dire Y sur L, donc le PIB par travailleur, et K sur L, le capital par travailleur, et non le PIB direct et le capital directement. Donc, ce qui fait que vous êtes obligé de partir donc, de cette formule-ci pour pouvoir retrouver la formule convenable. Il se pourrait qu'à l'examen aussi, on vous donne des expressions donc, de ce type-là. Donc, à vous de savoir, OK, c'est plutôt G de Y moins 0,4 G de K moins 0,6 G de N qu'il faut, et non ça. Quoi. Donc, si je comprends bien, on commence avec l'expression qu'on a eue dans l'exercice juste avant, et puis on veut éliminer en fait le Y sur L, en fait, pour avoir juste ça veut dire le K et le L sans diviser par le nombre de travailleurs. Donc, c'est comme si on enlève... C'est ça? C'est ça. Wow. Une chance qu'il y avait des réponses parce que je n'aurais pas trouvé. Ben, j'aurais pas... Oui, en fait, s'il n'y a pas la réponse, s'il n'y a pas la réponse, c'est que la question serait autrement. On va vous demander donc d'exprimer le taux de croissance de la productivité en fonction du taux de croissance donc, de K sur L et du taux de croissance de Y sur L. Donc, c'est ça, c'est qu'on peut trouver la réponse par déduction parce qu'on a déjà on a 5 choix de réponse, mais si on ne les avait pas, il n'y a aucune manière de le savoir. Exactement, c'est ça. Ah, OK. OK. Donc, c'est ça. On va continuer avec ça. Donc, la question maintenant, c'est que représente le terme GA, GK sur L, GY sur L. Donc, GA mesure l'efficacité de la production, GK sur L mesure l'efficacité du capital et GY sur L mesure l'efficacité du travail. GA mesure le taux de croissance de l'efficacité, GK sur L mesure le taux de croissance du stock de capital par travailleur, GY sur L le taux de croissance de la production par travailleur. GA mesure la productivité marginale du capital, GK sur L mesure la productivité marginale. GA mesure la part du capital. Bon. C'est le BI, c'est le taux de croissance, OK? Donc, GA, c'est mesure le taux de croissance de l'efficacité, GK sur L mesure le taux de croissance du capital par tête ou bien par travailleur, et GY sur L mesure le taux de croissance de la production par travailleur. Alors, calculer le taux de croissance du progrès technologique sur la dernière année, okay? Du progrès technologique. Donc là, c'est qu'il faut retourner donc au début de l'exercice. L'exercice nous donne en fait la production par travailleur a augmenté de 10%. Vous voyez, c'est là que c'est important. Ce qui a augmenté, le taux de croissance qu'on nous donne ici, c'est la production par travailleur. En d'autres termes, c'est Y sur L. C'est le taux de croissance de Y sur L qu'on donne comme ça, c'est 10%. Et le taux de croissance donc, du stock de capital par travailleur, donc K sur L, a augmenté de 12%. Donc, le G de Y sur L, ça fait 10%. Le G de Y sur et K sur L, ça fait 12%. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui serait le G de A? On avait dit que le G de A, ça fait G de Y sur L moins 0,4 G de K sur L. Donc, ça fait 10% moins 0,4 fois 12%. 4 fois 12, ça fait 48.
fait 10% moins 4,8. Donc, ça va faire 5,2%. J'ai des questions. Mais je pense que vous avez été malin de me ramener ici parce que là, c'est quand même un peu plus, enfin, ça vous ramène un peu plus difficile que ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais. Mais est-ce que l'examen va plus ressembler à ça ou sur versus qu'est-ce que l'autre forme d'exercice? Oui, en fait, ça sera sur cette forme puisque les questions qui sont de l'autre côté, on les transcrit autrement pour que ça puisse être faisable via Moodle. OK. C'est ça. Et ça va être plus de cette nature-là, là, comme Oui. GA. OK. Oui, c'est ça. Ça va être un peu comme ça. OK. Donc, c'est ça. Alors, donc, si c'est correct ici, si c'est bon pour tout le monde, donc, il demande de calculer la part du progrès technologique dans la croissance du revenu par travailleur dans la province. OK. Explorer le résultat en pourcentage, par exemple, 99%. OK. Écrire 99 pour 99%. Donc, ici même, vous devez écrire 5,2. OK. Ne mettez pas le pourcentage, quoi. Donc, c'est 5,2, ça devrait être suffisant. Alors, ici, la part du progrès technologique dans la croissance. C'est quoi on fait? On fait donc 5,2% divisé par 10%. C'est ça, non? Donc, ça, c'est le taux de croissance donc, du progrès technologique. Ça, c'est le taux de croissance donc, du PIB. Donc, vous faites le 5,2 divisé par 10%. Vous allez trouver 52%. Voilà, 52. On va poursuivre pour répondre aux autres questions donc, de Daniel. C'est ceux-là principalement. Mm-hmm. Ah, c'est celui-là, le disque. Okay. Le suivant. Il y avait la question de disque dont tu parlais. En fait, je dis 10, c'est juste quand je les refais, en fait, les numéros sont... quand on fait 2-3 fois le même examen, les numéros changent, donc ça revient. En fait, mon numéro 10, c'est celui qu'on vient de faire. OK. D'accord. Mais est-ce que d'autres ont des questions sur celui-là, l'examen ici? Oui, sur cette question, s'il vous plaît, je n'ai pas compris. Cette question, OK. Donc, empreinte écologique et PIB par habitant. Alors là, on nous donne donc le PIB par habitant en dollars et on vous donne donc empreinte écologique en hectares. Okay. Donc, après avoir vu le graphique ci-dessus, le ministère de l'Environnement propose de baisser le PIB par habitant pour réduire l'empreinte écologique du pays. Quel type de relation doit-il exister dans ces deux variables pour que cette politique puisse fonctionner? Okay. Après avoir vu le graphique ci-dessus, le ministère de l'Environnement propose de baisser le PIB par habitant pour réduire l'empreinte écologique du pays. Mais d'abord, avant qu'on ne continue, déjà, quelle relation vous observez donc entre le PIB par habitant et l'empreinte écologique? Bon, plus le PIB est élevé, plus l'empreinte écologique par habitant est élevée. Exactement. Donc, il y a une corrélation positive déjà, ce qui donne comme une motivation donc, au ministère de l'Environnement à prendre une telle décision de quoi, OK, vu que nous voulons réduire l'empreinte écologique, ben, réduisons le PIB. OK? Donc, pour que son argumentation ou bien sa décision soit cohérente, c'est que qu'est-ce qu'il faut comme relation entre le PIB par habitant et l'empreinte écologique? Une causalité. Oui. Donc, dans quel sens Bon, ici, ils n'ont pas précisé le sens, mais c'est une relation de causalité. C'est vraiment une relation de causalité qu'il faut. Donc, empreinte
Non, de PIB vers l'empreinte écologique. Donc, dès qu'on baisse le PIB, ça va avoir un impact sur l'empreinte écologique. Donc, même dans cette réponse donc, de relation causalité, ce n'est pas toujours suffisant. Il se pourrait que c'est l'empreinte écologique qui a un impact sur le PIB. Donc, mais ici, bon, ils ne sont pas rentrés dans les détails, donc vous choisissez juste la réponse C. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, on a fait. Ici, le graphique ci-dessous résume le modèle de Solow. Glissez chaque étiquette sur l'axe droite ou courbe à laquelle elle correspond. Épargne par travailleur. Oups. C'est où? Je le mets où? Ici. C'est la deuxième à partir du bas. Je pense que je vais commencer plus facilement. Production par travailleur. Ça va être la plus haute. Parce que l'épargne est toujours l'épargne et la production sur la même courbe. Mais sauf que l'épargne est beaucoup plus forte. On ne peut pas épargner plus que ce qu'on produit. D'accord? Donc, la production est ce qui est en haut, l'épargne est ce qui est plus faible. Et les deux ont la même forme, ok, concave. Et la dépréciation du capital elle est linéaire. Donc, c'est cette droite-là. Et le capital par travailleur, c'est l'axe des abscisses. Okay. Et ici, c'est le point stationnaire qui va correspondre là. Donc, à partir d'ici, le capital augmente et de l'autre côté, le capital diminue. Oups. Non. Je ne suis jamais arrivé à la fin. C'est pour ça que je ne sais pas que ça a donné des choses incroyables. Donc, je pense qu'il y a certaines questions à lesquelles je n'ai pas répondu. Je vais profiter en même temps pour répondre avant donc de retourner de l'autre côté. Ça va nous donner en même temps donc de... Le PIB d'un pays fictif était de 250 000 en 1972 et 300 000 en 1975. À partir de ces informations, nous pouvons affirmer qu'entre ces deux périodes, le taux de croissance annuel moyen. Donc, il faut calculer le taux de croissance annuel moyen ici pour savoir quelle serait la bonne réponse. Donc, on va faire 300 000 divisé par 250 000 exposant 1 sur 13. C'est ça? Est-ce que c'est correct ce que je dis? Oui, 1 sur 13 moins 1. Oui, c'est ça, moins 1. Le taux de croissance annuel moyen. Donc, ça va donner quelque chose de... 0,41. Oui, quelque chose d'ici. Parce que ça, c'est trop, ça, c'est trop. Et ça, c'est négatif, non? Donc, c'est pas bon non plus. Parce que... Monsieur? Oui. Oui, mais moi, ça me confond quand c'est, exemple, 1 sur 13 ou si on met 13 dans l'exposant. On ne peut pas mettre 13, on ne l'a jamais mis. Parce que moi, quand j'ai mis 13, ça va donner 1,41 aussi. C'est impossible. Ben, ça a donné 1,40. Fait que vu que j'avais essayé 2 décimales, je me suis dit probablement que c'est 1,41. Non, c'est pas possible. Vous avez mis exposant 13, c'est ça? Ouais. Non, vous ne pouvez pas trouver 1,41. C'est impossible. Mais désolé, je n'ai pas mis exposant 13, j'ai fait... attendez une seconde. J'ai fait à la racine de 13e, si ça se dit. Ben oui, c'est ça, c'est la même chose. Ah, ok, c'est ça, ok. Fait que dans le fond, quand c'est à la racine, on met genre 13, puis quand c'est exposant, au moins 1 sur 13, c'est ça? Non, cette expression, quand on met x exposant 1 sur n, c'est exactement la racine énième de x, c'est la même chose. Donc, quand vous faites l'exposant 1 sur 13, c'est exactement la racine 13e, c'est la même chose. Okay. Ok, mais ouais, ça, je viens de dire, Fait dans le fond, quand c'est à la racine, on met 13, puis quand on fait un exposant, c'est 1 sur 13. Ah, oui. Ok, parfait. Oh, oui, c'est ça. Ok. Donc, le suivant, donc on va faire le 2. Ok, on l'a déjà fait. Ça, on l'a déjà fait. Oups, c'est pas la même chose.
OK. Donc, après avoir vu le graphique dessus, le ministère de l'Environnement propose de baisser le PIB par habitant pour réduire l'empreinte écologique du pays. Au vu du graphique, que pouvez-vous dire de cette politique? Le graphique n'est pas suffisant pour affirmer qu'une baisse du PIB par habitant permettrait de réduire l'empreinte écologique. La politique ne fonctionnera pas car la population n'est pas prête à réduire. Le graphique montre que réduire le PIB par habitant permettra effectivement de réduire l'empreinte écologique. La politique fonctionnera car le PIB par habitant est le principal déterminant de l'empreinte. En fait, la réponse est petit a. Okay? Je veux vraiment que tout le monde soit d'accord avec moi. La réponse est le petit a. Okay? Parce que ça montre qu'il faut forcément une relation causale, mais le graphique ne nous montre pas vraiment cette causalité. Le graphique nous montre simplement la corrélation. Et celui qui dit que la politique ne fonctionnera pas, sur quelle base, en fait, il dit qu'elle ne fonctionnera pas, ça veut dire qu'il est en train d'affirmer qu'il n'y a pas cette relation causale. Mais le graphique ne nous montre pas qu'il n'y a pas cette relation causale. Celui qui dit que l'empreinte fonctionnera, ben, il est en train de dire aussi qu'il y a cette relation causale. Mais le graphique ne nous dit pas qu'il y a cette relation causale. Celui qui dit que le graphique montre que réduire le PIB par habitant permettra effectivement de réduire l'empreinte écologique, lui aussi, il est en train de dire que ça marchera. Donc, il est en train de dire aussi que donc, il y a une relation causale. Mais le graphique ne nous permet pas de dire qu'il y a une relation causale. Donc, c'est petit a qui est vrai. OK? Donc, les réponses ne sont pas pareilles, apparemment, mais si on comprend tout, ça donne la même chose. Alors, ici, on dit certaines des variables du tableau 1 permettent d'obtenir la valeur du PIB de cette économie en milliards de dollars. Quel a été le PIB de cette économie durant cette période? Bon, là, c'est la formule, l'excellente formule Y égale C plus I plus G plus X moins M. OK? Donc, je vais mettre juste les grandeurs. Revenu des ménages, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Au salaire. OK? Consommation des ménages, ça correspond à C. OK? Exportation, ça correspond à X. Bénéfice des entreprises, ça correspond à profit. Impôt des particuliers, ça correspond donc aux taxes. Revenu des rentes. Je vais mettre profit aussi. Okay? Dépenses gouvernementales, ça correspond à G. Investissement des entreprises. I. Importation. Alors, si vous voulez calculer le PIB, vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez utiliser le salaire plus profit, plus taxes, plus... Voilà. Ou bien vous pouvez utiliser le C plus I, plus G, plus X, moins M. Donc, ça fait 450 plus 320, que quelqu'un m'aide à calculer ça, plus 280, plus 30, moins 20, ça fait 10, ça fait 610, ça fait 1060. 1060, ouais, c'est ça. C'est bien. C'est clair pour tout le monde. OK. Suivant. Une économie fictive, je pense qu'on a déjà fait. Okay, les réponses sont déjà là. Calculer la balance commerciale, calculer le PIB. Soit P le prix des pizzas et Q le nombre de pizzas. L'offre de pizza peut être décrite par la relation Q égale à P plus 1. Voilà, donc, ça c'est l'offre. La demande de pizza peut être décrite par la relation Q égale à 7 moins 2P. Quelle assertion est fausse? Okay. Bon, avant de commencer à répondre, déjà, ils nous demandent, ils disent le prix d'équilibre, à l'équilibre, ou un prix d'équilibre, à l'équilibre. Donc, il vaut mieux commencer par calculer l'équilibre.
Ça fait P plus 1 égale 7 moins 2P. Il faut égaliser l'offre, la demande. Donc, P plus 1 égale à 7 moins 2P. Là, ça demande maintenant de comment chacun se sent à l'aise de faire ses résolutions. Ça fait P plus 2P égale 7 moins 1. Donc, 3P égale 6. Donc, P égale 2. Et ça va entraîner Q égale 2 plus 1 égale 3. C'est bon? Alors, donc, la bonne réponse est à l'équilibre, 3 pizzas sont échangées. Pour un prix de 4 $, aucune pizza ne sera échangée. À l'équilibre, le nombre de pizzas demandées est égal au nombre de pizzas offertes. Alors, on veut ce qui est faux, hein? On ne veut pas ce qui est juste. Donc, à l'équilibre, 3 pizzas seront échangées. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. C'est vrai. Pour un prix de 4 $, aucune pizza ne serait échangée. Je pense que c'est vrai aussi. Quand vous prenez P égale à 4 $, ça fait 2 fois 4, ça fait 8. 7 moins 8, ça fait moins 1. Ça ne passera pas. On n'aura pas de quantité. À l'équilibre, le nombre de pizzas demandées est égal au nombre de pizzas offertes. C'est vrai. Donc ça, c'est grossièrement faux quand on le voit même sans microscope. Okay. C'est 2 $ et non 8 sur 3 $. J'espère que tout le monde a bien vu le calcul aussi. Ouais. Suivant. On a fait ça Monsieur, déjà. Oui. Oui. donc la réponse, c'est la 1 ou la 2? La 1. C'est la 2? Non, la première. La 1? Oui. Je n'ai pas compris. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît, je n'ai pas compris. Je ne sais plus. C'était la 5? C'était Oui, c'est ça. la 6. Donc, la bonne réponse, c'est ça. Enfin, la mauvaise réponse, c'est ça. Non, pas la mauvaise réponse. Ah oui, la mauvaise assertion. Oui, la mauvaise assertion. La mauvaise assertion, c'est ça. Donc, le A, c'est la bonne réponse. Mais la mauvaise assertion, c'est cette phrase-là. Parce que le prix d'équilibre tel qu'on a calculé, on a trouvé 2 $. Donc, ce n'est pas 8 sur 3. Mm-hmm. Mais quand même, c'est des questions qui sont un peu floues. Hein? C'est pas... À chaque fois, vous aurez beaucoup on de te temps. met dans le doux. Ça va aller, mais ne soyez pas pressés. Parce que vous aurez quand même assez de temps pour terminer. Okay. Ce qui est important, c'est de lire vraiment la question. Et ne pas se précipiter. Parce qu'on peut vous demander, choisissez les bonnes réponses. Les bonnes réponses. Donc là, ça fait ça, ça, ça. Okay. Ça, c'est faux. Donc, c'est important de lire et puis de faire ce qu'il faut faire. Mais surtout, il faut savoir, en fait, quel est le travail que vous devez faire, en fait, pour pouvoir choisir la bonne réponse, ou bien pouvoir choisir. Et donc, moi, quand j'ai commencé, je vois le prix d'équilibre, l'équilibre. Donc, déjà, je sais que, il faut que j'aille trouver mon équilibre d'abord. Et puis, après ça, je pourrais comparer à ce qu'il raconte ici. Okay. Donc, si je ne sais pas, si je ne sais rien, je ne peux pas répondre. On ne peut pas on peut pas commencer à répondre sans avoir fait soi-même un calcul au préalable. Okay. C'est simplement ça. OK. Alors, donc, c'est une fonction de position comme de là. Monsieur, j'avais une question sur ça. Oui. Okay. J'avais une question sur en fait, quand on a calculé tantôt cette question-là. Donc, vous avez mis 10% moins 0,4 fois 12. Oui. Donc, je me demanderais pourquoi on n'avait pas mis 0,6 par 10% d'abord. Pas sur cette question-là, la prochaine. Ici? Oui. Ben, Donc, oui, si on descend, quand on a calculé le taux oui, de GDA. C'est juste que c'est ça la bonne réponse, n'est-ce pas? Non, je ne sais pas ça. Oui, non. Ici c'est ça qu'on avait choisi comme la bonne réponse. OK, on oublie la part la part qu'on a dans la fonction plus haut, là, exposant 0,6, on ne le met pas. C'est ça qu'on avait trouvé pour cette réponse. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Oui, je suis d'accord. Donc, Mais il n'y a plus le 0,6.
C'est fini là. Vous savez comment c'est parti, non, les 0,6? Oui, ma question, on oublie la fonction de base quand on calcule le GDA. Là. La fonction de base qu'on a en haut, Y égale à A fois K 0,4 et puis fois L 0,6. On l'oublie. La part, l'exposant. Parce que moi, je l'avais fait, puis j'avais mis l'exposant, j'avais mis 0,6 fois 10%, puis j'ai trouvé 1,2. Donc, je voulais juste avoir une petite explication. OK. Donc, c'est quelle formule vous avez utilisée, vous? Dites-moi, je vais écrire la formule, puis on va voir ce que vous avez fait. Ça. Oui, c'est GDA OK. égale GY. OK. Et en fait, moins 0,4 GDK. Ouais. Donc là, dans GDL, j'avais mis l'exposant. C'est tout? Non, c'est GDK sur L. Et là, c'est GDY sur L. Non, non, non. C'est tout? C'est tout? Moins 0,6 GL. Non, GDY, c'est 0. J'avais mis 0,6. Là, Patrick, je ne suis pas très bien. C'est cette formule. C'est quelle formule vous avez utilisée? Celle-ci? Cette formule-là, j'avais utilisé GDA. Oui. Égal à GDY moins 0,4 GDK sur L. Mais ça vient d'où en fait? GDY sur L moins 0,4 GDK sur L. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai multiplié 0,6 par 0,6. C'est la valeur de GDY fois 0,6, c'est ça que j'ai fait. Oui. Votre formule s'arrête ici, juste comme ça? Oui, pour calculer GDA. OK. Bon, la formule n'est pas correcte. C'est juste que c'est pas correct. Si vous voulez que ça soit correct, c'est que vous devez faire ça. Oh, OK. Il faut ça. C'est vraiment ça. Maintenant, est-ce que dans l'exercice, vous avez ça? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez ça? Non. Vous n'avez pas le taux de croissance donc, du travail, vous n'avez pas le taux de croissance du stock de capital, vous n'avez pas le taux de croissance donc, du PIB. Mais par contre, vous avez le taux de croissance donc, du PIB par tête. Vous avez le taux de croissance donc, du capital par tête. Ce qui fait que Daniel avait donc a posé sa question. Et donc, c'est sur ça que lui et moi, on échangeait, comme quoi l'exercice était de sorte qu'on oublie cette première formule-là. Okay? En fait, je voulais vous amener à écrire toute votre formule et à vous rendre compte que, effectivement, vous avez mal choisi les bonnes réponses, les réponses, parce que ça, ce n'est pas donné par l'exercice. Ça non plus n'est pas donné. Ça non plus n'est pas donné. Mais je n'ai pas envie de répondre. Je ne voulais pas répondre directement à votre question parce que ça pourrait vous mélanger et vous allez penser, non, en fait, qu'il faut toujours oublier ça et puis faire ça. Non. Il se pourrait qu'à l'intra, c'est cette formule qu'il faut utiliser. OK? Donc là, il faut comprendre ce qu'il donne dans l'exercice. Dans l'exercice ici, regardez, ce qu'on vous donne, c'est ça. On dit la production par travailleur. Vous voyez? Ce n'est pas la production, mais c'est la production par travailleur qui a augmenté de 10%. Donc, en d'autres termes, les 10%, c'est le taux de croissance de Y sur L. Ah ouais. Le stock de capital par travailleur. Donc, ce qui est donné, c'est K sur L. C'est le taux de croissance de K sur L et non le taux de croissance de K. Donc, il se pourrait que demain, on vous donne la production a augmenté de 10%. Donc, c'est le taux de croissance de Y. On vous donne la production de K a augmenté de 12%. On vous donne la production donc, de L aussi. Donc, le travailleur a augmenté donc, de 5%. Donc là, on vous a donné tous les trois. Du coup, vous pouvez utiliser cette formule-là. Mais là, on vous donne juste Y sur K, Y sur L et K sur L. Et l'exercice vous a conduit petit à petit d'ailleurs en disant, OK, voilà, je repositionne mes choses. Voilà. L'exercice vous a conduit, premièrement, en vous demandant donc d'exprimer Y sur L en fonction donc de K sur L, et ça vous permet d'avoir cette formule-là. Et à partir de cette formule, vous pouvez trouver la bonne formule pour le taux de croissance de A. Donc ici, et une fois que vous avez ça, vous pouvez l'utiliser pour calculer le taux de croissance de A. Okay? C'est très subtil. Il faut vraiment bien comprendre les questions. Ah, ok, tu viens bien de comprendre alors.
monsieur, donc si je comprends bien, Ouais. quand on nous donne des questions qui se suivent comme ça, donc il y a toujours une relation entre elles, c'est ça? Oui, si c'est dans les mêmes exercices. Mais celle-là, la pogne, c'était de la production ouais, c'est ça, par habitant. Puis, bon, je voulais trouver la formule Y sur L pour pouvoir trouver la prochaine réponse. C'est ça. Mais normalement, s'il y avait juste marqué la production sans mettre la production sur habitant, ben, on aurait eu, comme Patrick disait, la formule qu'il a mis là, tout simplement. Donc, il faut vraiment faire attention pour bien comprendre la question et les subtilités des pièges qu'ils peuvent avoir. C'est juste, après la troisième fois, je vais le comprendre, mais je ne l'avais vraiment pas compris. D'accord, c'est super, c'est super. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir amené là-dessus. Merci à vous aussi. OK. Donc, on y va. Mollo, on va voir s'il y a une autre question à laquelle on n'a pas répondu. Voilà ça. Donc, complétez les phrases suivantes avec le mot manquant dans l'ordre. Dans la fonction de production Cobb-Douglas utilisée dans le modèle de Solow, les rendements d'échelle sont constants. OK. Et les produits marginaux sont décroissants. Donc, c'est constant décroissant. OK. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Complétez la phrase suivante. Dans une économie sans subvention pour la recherche et développement, veuillez choisir une réponse. Alors, si on ne subventionne pas, avant d'aller toujours donc, répondre, il faut se faire soi-même une idée. Si on ne subventionne pas, ben, c'est clair qu'on on va faire moins d'activités que ce qui doit être fait. Okay? Donc, l'activité de recherche et développement est trop élevée. Ben, non. L'activité de recherche et développement est trop faible. Ouais, car le bénéfice marginal social de la recherche et développement est inférieur au coût marginal social. L'activité de recherche et développement est trop élevée car le bénéfice marginal social de la recherche et développement est supérieur au coût marginal social. L'activité de recherche et développement est trop faible car le bénéfice marginal social de la recherche et développement est supérieur au coût marginal social. Bon, dans tous les cas, on sait que l'activité sera trop faible. Pourquoi? Parce que le coût sera plus élevé que le bénéfice pour l'entreprise, d'accord? Donc, il faut subventionner pour diminuer le coût. OK? Donc, c'est quoi la bonne réponse? La dernière. Oui. Le bénéfice marginal social de l'achat est inférieur au coût marginal. Non, c'est plutôt ça. Parce qu'il faut subventionner pour que le coût devienne plus faible. Okay? Ça veut dire que le coût était élevé, d'accord? Le coût était élevé, donc il faut subventionner pour que le coût devienne plus faible, d'accord? Donc, le coût de la recherche est vraiment élevé. OK? Parce que quand on ne subventionne pas, ça veut dire que les coûts sont élevés. C'est ce qu'il faut comprendre, d'accord? Quand on ne subventionne pas, sans subvention, c'est que les coûts sont élevés. Monsieur, il pourrait pas avoir la situation inverse parce qu'il y a tellement de recherche et développement que le gouvernement n'a pas besoin de subventionner? Je sais que c'est un topic, là, mais c'est comme question raisonnement. Hein? Ouais, mais enfin, dans le monde. Ça n'arrive pas. Ouais. OK, c'est bon. Ça n'arrive pas, c'est ça. On a toujours besoin. Donc, on est dans un monde progressiste où tout progresse. Monsieur, dans le corrigé, il donne plutôt la réponse D, que le bénéfice marginal social est inférieur au coût. Ici? Oui. Le bénéfice marginal social de l'achat de développement est supérieur au coût marginal. Ouais, non, ouais, c'est ça. Parce que moi, j'avais mis combo, là, l'autre. Okay. Là, c'est fait des questions de ce genre-là, en fait, que vous serez obligé d'avoir le point. OK? Ouais, je comprends le... Même si le prof se trompe, ça doit être compliqué. Oh, oui, parce que le but de la question... Non, c'est juste que, vous voyez, c'est celui qui... ça rejoint un peu donc ce que Samuel disait.
C'est que c'est comme on est dans une situation où le gouvernement n'a pas besoin. C'est mieux de dire dans une économie où le gouvernement n'a pas besoin de subventionner l'activité de recherche et développement. OK? Alors, c'est parce que déjà, le bénéfice marginal social est supérieur au coût marginal. C'est que quand on est dans une telle situation, c'est qu'on n'a plus besoin de faire la subvention. OK? Mais c'est clair que ça prête à confusion. OK? C'est clair que la question prête à confusion parce que, effectivement, le coût tel qu'on l'a vu, on subventionne parce que le coût est plus élevé, okay, que le bénéfice privé. Okay. Donc, comme ici, on parle donc d'une situation sans subvention. Voilà. On ne sait pas si c'est une question ou une affirmation, donc tout est dans l'interprétation. C'est ça. Donc là, il n'y a pas de souci. Dès que ça se présente un peu comme ça, tout le monde prend le point, donc il n'y a pas de problème. Parce que cette question-là, elle m'a vraiment mélangée. Je comprends aussi parce que moi-même, ça vient de me mélanger là. Fait que vous êtes questionné pour avoir ce genre de questions-là. Le point va nous être donné parce que c'est mélangeant. Oh, oui, c'est la raison pour laquelle, en fait, je vais me connecter aussi, vous voyez. Donc, ce qui fait que quand les gens auront ce genre de choses, on va devoir... si c'est vraiment ambigu et que tout le monde est déjà en train de travailler là, on ne va pas aller changer les questions là. Donc, je vous envoie un message, en fait, j'ouvre mon micro, je vous parle pour cette question. Laissez tomber bien. Voici à ce sujet-là, à l'examen, est-ce que tout le monde va avoir le droit de parler? Je veux dire, je sais que c'est-à-dire que si j'ai une question posée, c'est par message texte, c'est ça? Oui, c'est par message texte. Donc, inbox. Donc là, vous m'écrivez juste à moi seul. Et puis, OK. Parce que sinon, ça peut être très, très dérangeant pour les autres que ça va faire l'examen. Là. Tout à fait. Donc, je ne parlerai que lorsque c'est vraiment nécessaire. Oui. Puis encore une fois, est-ce qu'on va avoir besoin d'une pièce d'identité pour nous authentifier? Oui. OK. Bon, c'est vrai que je connais pas mal de personnes déjà, mais la majorité, ils n'ont pas la caméra. Donc, pour certains, ils n'ont pas besoin, mais pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai commandé ma carte étudiante, je ne l'ai toujours pas. Par contre, est-ce que je peux avoir juste ma pièce d'identité, mettons, gouvernementale, ça va fonctionner? Ou? Oh oui, ça doit fonctionner. Parfait, merci. Est-ce que vous allez être présent, vous, monsieur, durant l'examen, ou ça va être chargé de cours différents? Je serai là. OK, parfait. OK. Alors, la question 9, on n'avait pas répondu aussi. Donc, supposons que le dérèglement climatique augmente l'intensité des catastrophes naturelles et les destructions du capital. Comment peut-on modéliser le phénomène dans le modèle de Solow? Petit A. Oui. Une hausse du taux de dépréciation du capital. C'est ça. Une baisse du taux de croissance du capital. Une baisse de la production. Une augmentation de la production. Donc, quand il y a une catastrophe, ça vient détruire le capital grossièrement. Donc, le taux de dépréciation va vraiment augmenter. OK? Je pense que c'est bon pour tout le monde. Ça aussi. Ah, OK. Donc, cette question, en fait, elle est là 2 fois, en fait. Okay. Donc, il y a une partie où on parle donc de la causalité, il y a une partie où on parle effectivement donc on donne les raisons. Okay, on a répondu à ça aussi. Et voilà. OK. Donc, c'est parfait. On va retourner donc sur notre PDF. On n'aura plus vraiment grande chose à faire, OK, parce que tout est comme fait déjà. Donc, on va passer comme une quinzaine à 20 minutes. OK. À moins que vous ayez d'autres questions. OK. Donc, il n'y a pas... La première question ici, on dit un taux de croissance annuel moyen ne peut pas être négatif sur une très longue période. Ça sonne comme... Pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi ça peut être négatif? Le taux de croissance peut être négatif. Donc, si le coronavirus continue, là, c'est qu'on va avoir un taux de croissance annuel moyen négatif. Quoi. Donc,
C'est faux, cette proposition. Un marché à l'équilibre quand l'offre est égale à la demande. Bon, c'est vrai. Dans l'équation Y égale à C plus I plus G plus X moins M, le terme le plus important au Canada est la consommation. Ouf. Là, il faut que vous le sachiez. Okay? Parce que ce n'est pas intuitif, je veux dire. Quand vous regardez ça, vous ne pouvez pas répondre si vous ne le savez pas. C'est dans les diapositives, en fait. Donc, il y a une phrase comme ça dans les diapositives, qu'on avait dit que la consommation représente à peu près 60% donc, du PIB. Okay? Donc, du point de vue canadien, les exportations de bois canadiens destinés à faire des meubles au Japon font partie des biens finaux. C'est vrai, ça sort. Une forte inflation affecte le PIB réel. Oui, non? Ouais, on n'a pas fait de rappel là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'allais dire oui, mais là, c'est comme... Ça affecte le PIB nominal. Voilà. Oh, parce que dans le PIB réel, on a enlevé le prix, là. C'est ça. Okay. Exactement. Parfait. Donc, le PIB nominal, effectivement, va subir donc, une forte croissance aussi, mais quand on enlève donc le prix, on déflate en divisant par l'indice de prix, donc ça va réduire encore. Donc, ça n'affecte pas du tout le PIB réel. C'est juste ça qui fait la différence. Le progrès technologique est la source de croissance à long terme, vrai ou faux? Vrai. Ouais, vrai. L'hypothèse de rendement, bon, moi j'ajoute en même temps, l'épargne dans le modèle de Solow, bon, je vais aller simplement d'abord avant de vouloir vous mélanger. L'épargne dans le modèle de Solow est un moteur de croissance à court terme, vrai ou faux? À court terme, vrai. Vrai, à court terme, c'est vrai. L'épargne dans le modèle de Solow est un moteur de croissance à long terme. À long terme, c'est faux. OK. C'est faux. C'est faux. Alors, là, je vais dire quelque chose, ce n'est pas dans le modèle de Solow. Okay? Je vais répéter juste cette phrase-là. Le progrès technologique, non. L'épargne est la seule source de croissance à court terme. À court terme, c'est toujours vrai. Non, je l'ai compliqué. Je sais que la question est compliquée. L'épargne est la seule source de croissance à court terme. Faux. J'aimerais bien savoir pourquoi ça pourrait être faux. Parce que vous dites que c'est la seule source. Oui, effectivement, j'ai dit que c'est la seule source parce que la productivité peut augmenter aussi à court terme. Okay? Donc, la productivité peut aussi faire augmenter le PIB à court terme. Mais l'épargne aussi fait augmenter le PIB à court terme. Sauf que dans le long terme, l'épargne ne peut rien faire. Seule la productivité peut continuer donc, à nous faire avancer. Okay. C'est juste ça. Donc, l'hypothèse de rendement d'échelle constant implique que si l'on double le stock de capital par travailleur, la production par travailleur double également. C'est faux parce que, comme voilà, elle avait posé la question tantôt. Donc, le capital n'a pas augmenté non plus. On a augmenté juste le travail. On a augmenté juste le capital par travailleur. On n'a pas augmenté le travail. OK. L'hypothèse de convergence conditionnelle dit que pour des pays à institutions similaires, les pays initialement plus pauvres croissent plus vite que les pays initialement plus riches. Vrai ou faux? Je sais que je ne vais pas présenter, c'est dans les diapositives, OK? Donc, je vais juste faire un petit rappel là-dessus. Alors, il y a essentiellement deux hypothèses de convergence. La première hypothèse, c'est la convergence absolue. Et la deuxième hypothèse, c'est la convergence conditionnelle. Alors, c'est quoi la convergence absolue? Quand on avait fait la courbe donc du PIB et qu'on avait vu comment est-ce que le capital convergeait,
vers un État stationnaire, je sais qu'il y avait des gens qui avaient commencé à dire que donc, tous les pays vont converger vers un même point. Peu importe le point de départ, si vous êtes plus pauvre, vous allez croître rapidement pour rejoindre l'État stationnaire. Si vous êtes plus riche, vous allez croître plus doucement, plus lentement, ou bien votre capital va décroître pour venir à l'État stationnaire. Donc, dans ce modèle de Solow, ça dit que toutes les économies vont converger vers le même État stationnaire. Donc, c'est ça, en fait, la convergence absolue. Peu importe votre point de départ, vous arriverez au même point d'arrivée. Okay? Mais la convergence conditionnelle dit que non, ce n'est pas vrai dans les données. Okay? Comme quoi, on voit que certaines économies ne rattrapent jamais d'autres économies. Mais les économies qui ont les mêmes institutions, les mêmes qualités institutionnelles, ou bien qui se ressemblent, convergent vers le même point stationnaire, comme quoi le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie. Donc, les économies qui se ressemblent avec les mêmes qualités institutionnelles convergent vers le même point, et les économies qui sont les moins avancées convergent aussi vers le même point. Donc, c'est ce qu'on appelle la convergence conditionnelle. Donc, pour les pays qui ont des institutions similaires, les pays initialement plus pauvres croissent plus vite que les pays initialement plus riches. Donc, il y aura toujours donc cette condition institution similaire. OK? Ce n'est pas la convergence absolue n'intègre pas les institutions similaires. C'est vraiment absolu. Peu importe les institutions, les pays plus pauvres croissent plus vite que les pays plus riches. OK? Cette courbe, cette fameuse courbe. OK? Donc, vous voyez, à cause de ça, ici, quand on est ici, on croît plus vite, OK? Mais dans les données, on montre que non, pour que ça soit, les courbes là ne sont vraies que pour les pays qui ont des institutions similaires. Donc, si on est dans le même groupe, oui, ça va être vérifié. Mais si on n'est pas dans le même groupe, c'est une autre affaire, à cause donc des qualités institutionnelles qui diffèrent. Okay. Donc, c'est vrai. L'accumulation du capital humain favorise la croissance économique. Faux? Vrai? Qu'est-ce qu'on pense? Pourquoi c'est faux? Ou alors pourquoi c'est vrai? Oui. L'accumulation du capital humain favorise la croissance économique. Okay. Il y a des deux facteurs, en fait, de la productivité. Donc, s'il y a plus de travailleurs, il doit y avoir plus de productivité. Non, plus de production. De production, oui. Ouais, et non de la production. C'est ça. Donc, s'il y a plus de travailleurs, donc la production va augmenter. Donc, des populations, des travailleurs en bonne santé ou bien éduqués, ben, ça va bien. C'est toujours bon donc, pour la production. Ou le capital humain peut être vu aussi donc, comme de la connaissance. La connaissance scientifique qui va booster donc, la recherche et développement, donc, va augmenter la productivité aussi. Donc, ça va augmenter la production. Okay? Donc, c'est toujours bon pour la croissance économique. Alors, les activités de recherche et développement sont caractérisées par une externalité positive, car la recherche et développement faite par une firme bénéficie aussi aux autres firmes dans son industrie. Ouais. J'ai juste une question. Ouais. Pendant vous corrigez, Daniel, et productivité et production, si je comprends bien, productivité se réfère strictement à GDA, c'est-à-dire progrès technologique. Oui, c'est ça. La productivité, c'est le A. OK. Ou bien l'efficacité technologique. OK. C'est ça. Alors, bon, pour la question petit 2, bon, il n'y a même pas besoin donc, de le faire. On regarde donc de l'offre et la demande qu'on avait fait précédemment. OK? Et puis, bon, le corriger est là pour vous. Quoi. Le taux de croissance annuel moyen aussi, il n'y a pas besoin de le faire. Ici, PIB, parité du pouvoir d'achat. Je sais qu'on avait déjà fait pour un pays, mais bon, c'est bon toujours donc de faire ce rappel-là. Le PIB dans le pays Y de $1,000, le PIB dans le pays Z est de $1,500. Le pouvoir d'achat d'un dollar dans le pays Z est le double de celui du pays Y. Bon. Calculer, comparer le PIB en parité du pouvoir d'achat entre ces deux pays.
Je ne sais pas tellement ce que je dois dire, mais c'est juste que si vous avez $1 500 dans le pays Z, c'est comme 2 fois ces $1 500 dans le pays Y, quoi. Donc, ça vaut $3 000 dans le pays Y. Je ne sais pas comment puisque vous avez un pouvoir d'achat plus élevé, OK? Si Z a un pouvoir d'achat plus élevé que Y, ça veut dire que $1 vaut $2 dans le pays Y, quoi. Donc, vous pouvez acheter des produits de $2 dans le pays Y. Donc, ça fait $1 500 fois 2, ça fait $3 000 à peu près. Donc, si vous devez comparer les revenus, c'est comme vous devez comparer $1 000 et $3 000. Donc, $1 000 et $3 000, ça fait 3 fois, quoi. OK? OK. Le solo, je sais que vous connaissez ça. SY fois D fois K, le capital créé et tout. Donc, c'est pas un problème ici. Oui, ça, par contre, je vais vous l'expliquer. Dans les rappels, je ne suis pas revenu là-dessus, OK? Mais c'est important. Cette prédiction dans le modèle de Solo. Donc, que prédit le modèle de Solo sur la relation entre épargne et niveau de revenu moyen à long terme? Il est conseillé d'utiliser un graphique pour répondre à cette question. Okay? Donc, un pays qui a le taux d'épargne le plus élevé va atteindre un état stationnaire plus loin. C'est-à-dire quoi? Vous voyez ici? Bon, là, on n'a pas représenté le Y. Hein. On n'a pas représenté le Y. Mais on a fait donc un taux d'épargne S2 qui est plus grand que le taux d'épargne S1. Donc, la courbe d'épargne du pays 2 va être plus élevée que la courbe d'épargne du pays 1 en rouge. Ou bien un pays lui-même qui décide donc d'augmenter son taux d'épargne. Donc, la courbe va sauter pour aller vers ce niveau. Et quand vous tracez la dépréciation, vous voyez que l'état stationnaire est atteint ici, alors que l'état stationnaire est atteint à ce niveau. Donc, il y a un déplacement donc, de l'état stationnaire. Ce qui fait que, même dans le modèle de Solo, quand on parle de l'état stationnaire auquel on va arriver parce que l'épargne va être étouffée par la dépréciation, si vous augmentez votre taux d'épargne, c'est que vous donnez un peu de force aussi donc, à l'épargne. La dépréciation va mettre du temps avant de pouvoir étouffer l'épargne, ce qui fait donc un décalage donc, de l'état stationnaire un peu plus loin. Vous repoussez, vous donnez du temps donc, à l'épargne de pouvoir respirer un peu avant de se faire avaler par la dépréciation, ce qui fait que c'est toujours bon d'épargner beaucoup plus. Et vous avez entendu parler des dragons de l'Asie, donc les pays de l'Asie comme la Corée du Sud, la Chine et les autres pays donc, de l'Asie ont connu une forte croissance donc, au début du XXIe siècle à cause que leur taux d'épargne était fortement élevé. Le taux d'épargne était fortement élevé. Okay? Donc, la dépréciation n'avait pas de pouvoir sur l'épargne parce que le taux d'épargne est très élevé. Donc, c'est ce graphique-là, en fait, c'est ce principe-là que ce graphique nous explique ici. Si le S1 augmente vers S2, l'épargne va faire un bond et la dépréciation va avoir du mal à le rattraper. Donc, l'état stationnaire va se déplacer également. Donc, gardez en mémoire ce graphique-là pour pouvoir... donc, si le taux d'épargne augmente, le capital stationnaire augmente et donc le revenu à long terme aussi. OK? Parfait. Comptabilité nationale, ça, on sait déjà ça. Horticulteur, donc ça, on a vraiment calculé. Essayez de vous amuser aussi, vous allez vous rendre compte que... Mais jusqu'à dimanche, non, je pourrais recevoir des questions d'ici vendredi. Jusqu'à vendredi, si vous m'envoyez des questions inbox par courriel, je pourrais vous répondre. Mais samedi, dimanche, je ne répondrai pas. Enfin, si ce sont des questions liées à l'examen intra, donc des exercices, je ne répondrai pas. Mais pour des questions, pour savoir comment est-ce qu'on doit faire ceci, je répondrai, OK? Donc, vous avez jusqu'à vendredi pour me poser des questions si vous travaillez encore ces exercices et que vous ne comprenez pas quelque chose, OK? Donc, vous voyez, le PIB 2700, c'est le même exercice en fait. Donc là, tout le monde voit hein, l'exercice dont je parlais.
je disais que ici, l'exercice qu'on vous donne, on vous donne Y égale à A, K est souvent 1 cinquième, L est souvent 4 cinquièmes. La première question, c'est quoi? Exprimer le PIB par travailleur en fonction de A et de K sur L. Donc, c'est ce travail-là. La deuxième question revient maintenant pour dire exprimer le taux de croissance du PIB par travailleur, donc G de Y sur L, en fonction du taux de croissance du capital par travailleur, donc G de K sur L, et du taux de croissance de A. Donc là, c'est différent. Ce n'est pas le taux de croissance donc, du PIB en fonction du taux de croissance de la productivité et le taux de croissance du capital et le taux de croissance du travail, non, mais de K sur L. Ce qui fait que le résultat, c'est ça. Et avec ça, on peut exprimer donc GDA aussi. Donc, mais on demande c'est quoi GDA? C'est le progrès technologique ou bien la croissance de la productivité ou bien la croissance de l'efficacité. Toutes les réponses sont bonnes. La croissance de A peut s'exprimer par donc, la hausse de la recherche et développement. Okay? Et après, donc, on vous demande donc de le calculer parce qu'on vous donne maintenant le G de Y sur L, c'est 10%, le G de K sur L, c'est 25%, que vaut alors le G de A. Donc, vous l'exprimez simplement. OK? Donc, après, on nous demande aussi donc, de calculer la part de la croissance du PIB par travailleur qui est attribuable à la croissance du stock de capital par travailleur. Donc là, il ne faut pas oublier le 1 cinquième concernant le stock de capital par travailleur. OK? Et je pense que c'est vraiment tout ce qu'il y a, tout ce qu'on pourrait voir aujourd'hui. Regardez ça et regardez aussi donc le thème 1 à 6. Dans le thème 1 à 6, la seule chose qui diffère parfois, c'est qu'il y a des questions sur le chômage, il y a des questions sur le thème 6 aussi, mais que vous ne devez pas répondre, mais il n'y en a pas beaucoup. Okay? Essayez de regarder, fouetter en semaine et tout, dans le but donc de poursuivre un A+, quoi. Donc, si vous poursuivez la ligne, que vous atteignez les étoiles, c'est très bien. OK? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions que vous avez pour moi pour aujourd'hui? Monsieur, moi, je n'ai pas très bien compris quelque chose. Oui, allez-y. C'est dans l'exercice 4, je crois. Ici. OK. L'exercice 3. L'exercice 3. Oui. OK. Oui. C'est à la question 2. J'ai... Ouais. Mm-hmm. Ouais. J'ai pas compris pourquoi est-ce que chez l'horticulteur, il y a des biens intermédiaires. J'ai pas compris la vente des roses aux fleuristes, pourquoi est-ce que c'est un bien intermédiaire? Indiquez pour chaque activité quels sont les biens intermédiaires et les biens finaux. Ouais, c'est ça qui fait des questions. Parce que dans l'autre exercice, entre le lait et le yogourt, il y avait à peu près la même question, puis ça n'avait pas été compté. Non, parce que là, en plus, dans la question 3, on nous demande de calculer la valeur ajoutée. Et le calcul, il faut soustraire les biens intermédiaires. Et si vous descendez, on remarque que lorsqu'on calcule la valeur ajoutée chez l'horticulteur, les biens intermédiaires, c'est $0. Alors que là, ils nous disent bien que les biens intermédiaires, c'est la vente des roses aux fleuristes. Donc, je ne comprends pas comment ça peut être la vente des roses aux fleuristes. Et lorsqu'on calcule, c'est $0 aussi. Je ne comprends pas. Oui, je comprends votre question. C'est ça le... En fait, c'est juste que c'est juste le fait de mettre chaque activité, c'est ça qui dérange en fait. Okay? Si c'était indiqué dans l'économie quels sont les biens intermédiaires et les biens finaux, vous voyez que vous n'auriez pas votre question, n'est-ce pas? Peut-être parce qu'il n'est pas destiné directement au ménage. Exactement. Donc, c'est un bien intermédiaire. C'est un bien intermédiaire, les roses qui sont vendues aux fleuristes. OK? Donc, c'est un bien intermédiaire, sauf que ce n'est pas un bien intermédiaire pour l'horticulteur. Donc, la question, quand même, c'est ça. La question est... Parce que pour le fleuriste, c'est un bien intermédiaire, mais pour l'horticulteur, c'est un bien final. C'est ça.
Donc, ça veut dire la question, elle n'est pas très bien formulée. La question n'est pas mal, elle est mal libellée. Ok. Ou si elle est bien libellée, celui qui ne met pas ça, il a bien répondu. Parce que moi j'ai dit qu'il n'y avait pas de biais intermédiaire en soi. Tout à fait. D'accord, merci. Mais je pense que, vu que là, dans le sujet, c'est souligner chaque activité. C'est comme si l'auteur donc, de l'exercice veut souligner, OK, pour chaque entreprise, c'est quoi qui est intermédiaire à lui, c'est quoi qui est final à lui, à elle. Donc, comme si l'entreprise était l'économie en tant que telle. Oui, ce n'est pas pour l'économie, pour chaque entreprise maintenant. Donc, il ne devrait pas avoir ça en fait. Il n'y en a pas. OK? Ok, merci. Mais bon, je serai connecté quand même pour ces petites erreurs qui peuvent aussi glisser. OK. C'est parfait, c'est parfait. En général, c'est toujours bien donc de rester dans l'optique de l'économie. OK? On va rester toujours donc dans l'optique de l'économie. C'est quoi les biens intermédiaires de l'économie? C'est quoi les biens finaux aussi de l'économie? Mais okay. Sinon, votre question est légitime, c'est totalement vrai. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, moi, si jamais vous ne m'écrivez pas inbox et qu'on n'aura pas à discuter, je vous souhaite vraiment une très bonne révision. En tout cas, mettez le paquet. Comme ça vous donne un peu d'air pour être moins stressé pour le final aussi, d'accord? Donc, disons, rendez-vous dimanche, OK? Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.